rebonjour à tous, enfin à ceux qui vont écouter a posteriori, puisqu'on va pas diffuser ça en direct. Donc on se retrouve avec Manu Max pour un petit entretien, un échange assez libre. On va voir les thèmes qui vont être abordés ce soir. Du coup, je vais commencer par faire une mini présentation de mon activité et Manu Max va faire la même chose de son côté. Donc moi, c'est Jean Cuivre. Donc j'ai fait récemment une vidéo avec Thomas Durand de la Tronche en Biais. Et voilà, c'était relatif au thème création-évolution, à toutes les thématiques sur le dessin intelligent. Et donc c'est suite à cet entretien que Manumax m'a proposé du coup de faire un échange. Euh, donc voilà pour moi. Il y a aussi un site qui s'appelle nivrad.fr. Donc Nivrad c'est Darwin à l'envers. Donc il suffit d'inverser toutes les lettres. .fr. Et donc voilà, c'est des synthèses en fait de ce que je développe dans mes vidéos. Voilà, ça c'est pour le côté Jean Cuivre. Maintenant, je te laisse te présenter si tu le souhaites. Oui, merci. Moi, ça fait peut-être 3 ans que je fais une chaîne chrétienne pour présenter la Bible. Je suis un chrétien unitarien et, entre autres, je parle du créationnisme parce que je suis créationniste terre jeune et en France, c'est plutôt rare. Alors, mais ça part d'une vraie conviction avec des vrais arguments euh, et c'est intéressant parce que les gens peuvent penser que c'est totalement une foi aveugle et irréfléchie, alors qu'en fait, c'est une foi très raisonnable. C'est très argumenté, très raisonnable, et c'est par la réflexion que je suis passé de l'évolution à la création, puis après, en allant plus loin. Et donc j'ai suivi aussi le débat des sceptiques qui sont collés à la version officielle, et on va faire un live pour discuter des arguments sérieux qu'on a contre l'évolution. D'accord, donc effectivement, je vais peut-être. Ce qui peut être bien, c'est une mise en perspective un peu de tout ça. Et on n'a qu'à commencer par du coup voilà la théorie de Darwin. Donc la théorie de Darwin, c'est un peu le grand coup de pied dans la fourmilière, c'est 1859. Et donc l'idée d'ancêtre commun universel existait déjà. Darwin est celui qui propose un mécanisme qui est le mécanisme du coup qui fait consensus entre guillemets aujourd'hui dans la communauté scientifique. Donc voilà, c'est l'apparition de formes animales légèrement modifiées, et ensuite la sélection de ces formes animales, de celles qui sont adaptées à l'environnement, du coup qui sont les seules à survivre forcément. Et du coup on étend ce mécanisme et on a en fait toutes les espèces qui appartiennent au même arbre généalogique et une évolution qui se fait naturellement sans avoir besoin du coup d'un créateur ou d'une intelligence un petit peu omnisciente comme c'était le cas dans le modèle qu'on peut appeler classique ou qu'on peut appeler créationniste, comme c'était le cas avant, puisque c'était un modèle évidemment qui était extrêmement inspiré de la Genèse et aussi de d'autres mythes, on va dire antiques, sur la création du monde. Donc parfois il y a des mélanges qui sont faits un petit peu avec le déluge. Dans tous les cas, voilà, Darwin, c'est un peu le pilier de toute cette conception-là qui est aujourd'hui ultra majoritaire, mais dans le monde occidental, voilà, faut quand même faire ce rappel, je pense, parce que voilà, l'Afrique, c'est aussi un univers différent, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient. Euh, et du coup, malgré cela, tout au long du XXe siècle, moi j'ai l'impression que voilà, il y a toujours eu, même en Occident, euh, des sortes de théories alternatives et des gens qui se sont tout simplement accrochés au modèle classique créationniste, donc parfois en invoquant la Bible, parfois en ne l'invoquant même pas. Et du coup, il y a aussi la théorie de l'intelligent design qui est assez liée au créationnisme, qui est un peu plus, voilà, c'est un peu une sorte de version moderne, comme certains l'appellent, mais c'est surtout une version un petit peu plus générique et plus englobante. C'est-à-dire que Intelligent Design, en général, on n'invoque aucun texte sacré, on invoque simplement des relations de cause à effet entre les phénomènes qu'on connaît. Et du coup, le propos général de Intelligent Design, de la théorie du dessin intelligent, c'est qu'il y a nécessairement une cause intelligente et consciente à l'origine des systèmes biologiques.
Euh, donc voilà, donc on a un petit peu trois planètes. Euh, on pourrait même dire plutôt deux planètes, puisque Intelligent Design, il est quand même assez permis de l'amalgamer avec le créationnisme. Dans tous les cas, on a voilà ces trois notions qui sont très intéressantes, avec les défenseurs des unes et les pourfendeurs des autres. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses. Je sais pas si tu pourras peut-être nous donner des figures d'autorité que tu as. Moi, j'écoute beaucoup les Américains, parce que là-bas, il y a un débat Ah très... oui, oui. Voilà, il y a un Non, débat... bah, bien sûr. Je veux dire, c'est en Amérique que ça se passe. Alors, il y a les musulmans quand même qui font parler d'eux, parce que, bon, alors, comment dire, la fameuse le fameux atlas de la création, tu en as entendu parler, j'imagine. Eh bien, non. Je veux bien que tu peux l'expliquer de toute Ah, façon pour sérieux? l'audience. Ah, d'accord. Ben, euh, alors, c'est un Turc musulman qui a envoyé l'atlas de la création à comment dire, toutes les universités françaises. Ah oui, Haroun Yahya, c'est lui. Voilà. Voilà. Ah bah, tu le connais. Je connais son nom, oui. Et ça a fait beaucoup de bruit. Et c'est des grosses des encyclopédies qui enchaînent les arguments et euh, enfin, très bien présentés, même peut-être trop. Il y a un côté luxe qui est peut-être pas utile, surtout c'est une sorte de bizarrerie. Ça fait beaucoup parler en France en disant mais c'est quoi cet obscurantisme qui arrive d'on ne sait où. Et mais bon, il y a des arguments. Alors, est-ce qu'ils ont repris des Américains? Bon, je sais pas qui a. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des documentaires américains ou canadiens, euh, parce que c'est là où ça se passe. En Europe, c'est tabou. C'est, je veux dire, c'est en Amérique où les gens peuvent s'exprimer, même en tant que scientifique. En tant que scientifique, en Europe, j'ai l'impression que tu passes pour un hérétique, tu perds ton travail tout de suite, quoi. Donc, est-ce que en Europe c'est tabou ou est-ce que tout simplement c'est une piste qui est radicalement exclue par tout le monde, comme la Terre plate par exemple, qui est voilà. Ah oui, oui. Bah, les deux. C'est tabou, donc c'est exclu de manière radicale, comme une hérésie, qu'une perte de temps, Ok. de l'obscurantisme, Voilà, vraiment, de une sorte de retour l'obscurantisme. en arrière. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et pour là, puisqu'on a l'introduction, j'ai envie de dire que grâce à Darwin, les athées ont pu euh, exposer leur argument de leur athéisme et les croyants ont pu exposer les arguments de leur croyance, alors qu'avant c'était plutôt intuitif, c'est évident. Les athées pensaient qu'on venait de la nature et que ça s'est fait naturellement sans préciser. Et pour les croyants, bah, c'était évident que c'est Dieu qui a tout fait. Non, il n'y avait pas de débat. C'était bon, il n'y avait pas trop d'athées non plus, donc il n'y avait pas de débat. Grâce à Darwin, le débat est venu et avec la science, on a pu creuser les arguments et je pense que tout le monde s'en est enrichi en termes de connaissances. Le problème, c'est que la science a été faussée, elle a été corrompue, et donc c'est pas un match loyal, c'est pas c'est pas c'est pas les preuves et les arguments qui l'emportent, c'est malheureusement l'idéologie et les arguments et les athées pardon ont confisqué la science en se disant ben pour leur en faveur du hasard quoi. C'est-à-dire qu'il y avait deux il y avait deux théories, soit on vient du hasard, soit on vient d'une intelligence suprême, donc de Dieu, ou quelque chose d'assimilé. Et c'est la thèse du hasard qui a été retenue parce elle semblait la plus simple. Enfin, il y a clairement, je pense, il y a eu un mouvement anti-religieux et il y a une impression que si c'est religieux, c'est anti-science et si c'est science, voilà, il y avait une sorte de séparation qui est normale en science puisque la science doit être laïque. Et donc c'est normal qu'elle reste laïque. Mais laïque, ça ne veut pas dire pour les athées et contre les croyants. Et donc,
on a pu développer les arguments scientifiques ou du moins logiques ou philosophiques au maximum. Et du coup, c'est pour ça qu'est apparu en Amérique, je crois, je sais pas où précisément, mais l'intelligence design euh, qui, a, qui a essayé de recenser les arguments en faveur de la création, mais d'un point de vue neutre, d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire est-ce que la vie peut provenir d'une intelligence, d'une fabrication intelligente, ou alors il y a pas besoin d'intelligence pour fabriquer la vie. Voilà, déjà, je pense que t'as. Donc, le premier point était très important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça. Mais comme tu disais, la science est laïque et même. Donc moi, je connais je connais quelques scientifiques créationnistes, mais donc même eux, souvent, c'est premièrement les éléments d'ordre scientifique qui vont les intéresser. C'est que le chrétien qui brandit sa Bible pour taper sur l'évolutionniste, en fait, ça n'existe quasiment pas. En tout cas, c'est pas les gens qui sont vraiment pris pour des références dans leur milieu respectif. Donc ça, c'est déjà un point important, c'est qu'en fait, le terrain de bataille, il est commun à tout le monde et tout le monde est d'accord pour dire qu'en fait, il faut faire de la science au maximum. Et donc voilà, après, tu t'as parlé du coup de un peu cette confiscation de, de la raison, voilà, de l'approche rationnelle par des gens qui sont plutôt de tendance athée, ou on pourrait dire naturaliste ou matérialiste, sachant qu'il faudrait évidemment définir ces termes. Donc toi, voilà, ta position, c'est plutôt qu'il y a une confiscation et du coup qu'il y a un combat qui n'est pas à la loyale. Et les uns sont ridiculisés et les autres, voilà, tiennent les universités, tiennent les programmes scolaires et compagnie. C'est un petit peu ça. Oui, tout à fait. Euh, alors pour commencer dans les arguments, peut-être que je vais déjà, j'aimerais bien parler de ce qui m'a mis la puce à l'oreille. On est en France, on a rien pour être créationniste en fait à la base. Je veux dire, on est des extraterrestres. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a, bon, moi, j'étais chrétien, donc j'étais un peu croyant, mais sans plus. Et donc j'étais comme tout le monde, évolutionniste, on l'a dit à l'école, il paraît que c'est prouvé, et en plus, il y a une vraisemblance, ça paraît vraisemblable, ça paraît même logique. Du coup, moi, le récit de la création ne pouvait être que symbolique. Mais j'ai entendu parler donc du débat contre les créationnistes, ils ont fait un musée du créationnisme, euh, on a commencé à en parler en termes de regarder ces méchants obscurantismes américains qui font du lobbying pour faire pression sur la science et à l'école, parce que voilà, à l'époque, ils voulaient que l'intelligence design soit enseignée à égalité avec l'évolution. Ils disaient juste, voilà, euh, écoutez, il y a deux hypothèses. Certains croient qu'on vient du hasard par l'évolution, d'autres croient que on vient d'une intelligence, d'une construction intelligente. Et donc, comme on ne peut pas départager le débat, c'est fair play d'enseigner les deux théories, les deux versions à l'école, et les étudiants librement choisiront ce qui leur a convaincu, enfin, ça les laisse libres de leur choix. Et donc, pour nous, c'était une hérésie complète, c'était annoncé dans les médias comme une hérésie complète, vue de France, en tout cas. De toute façon, ça a échoué aux États-Unis, en se disant, mais c'est l'obscurantisme qui par des moyens habiles, essaie de pervertir la science. Voilà. Ils nous l'ont fait à l'envers, quoi. Ils nous l'ont fait, c'est les croyants. Et c'est vrai qu'il y a un danger que la science soit pervertie, comme l'histoire l'a montré, par les croyants. Galilée et tout le reste, voilà, c'est classique. Bien sûr, et moi aussi, je veux pas que la science soit pervertie par les croyants, mais malheureusement, d'un excès, on est passé à l'excès contraire, et la science est pervertie par les athées. Donc, il y avait ce débat, il y avait ce choix proposé aux Américains, et moi, ça m'intéressait. Je dis non, c'est sûrement faux, mais il y avait une réflexion de fond, et la réflexion de fond, est-ce que le hasard, quand même, peut fabriquer
un être humain, même avec des milliards d'années, avec au bout d'un temps très long, est-ce que la chance et le hasard peut faire ça? Et cette réflexion, elle était intéressante, mais je me disais, oh, mais on peut pas trancher, parce que bah, qu'est-ce que peut faire le hasard? J'étais dans ces opinions qu'on ne pouvait pas trancher la question entre le hasard et l'int. Mais j'ai trouvé que c'était pertinent et que justement, puisqu'on ne pouvait pas trancher au début, je pensais qu'on pouvait trancher. Maintenant, je sais qu'on peut trancher, mais on va peut-être en venir. Je me disais, ok, on ne peut pas savoir, mais l'équilibre en science, ce serait qu'on présente les deux hypothèses et qu'il n'y en a pas une qui soit tout le temps favorisée et l'autre diabolisée, c'est le cas de le dire. Euh, L'hypothèse de la création intelligente, elle est diabolisée, en tout cas en France. Oui, donc premièrement, une intuition. Voilà, tu t'es dit, il y a quand même un truc qui cloche, enfin, ou un truc qui va pas. Surtout que nous, donc quelqu'un qui naît en 1900, il est pas forcément, évidemment, il connaît pas l'ADN, il connaît pas les protéines, donc il peut se dire en fait, le vivant c'est une patate et il y a des patates qui ont des formes différentes. Et ça, effectivement, c'est très facile à imaginer. Si voilà un peu, parce que à l'époque, il faut rappeler que, par exemple, une cellule, on n'a aucune idée de ce que c'est. Il y en a qui pensent que c'est une sorte de petite boule, voilà, une sorte de, un peu comme l'atome du vivant serait la cellule, donc une sorte de boule gélatineuse. Et en fait, on en a des milliards, et voilà, ça fait différentes formes. Et bah, nous, ce qui est intéressant, c'est du coup, on arrive 100 ans après. Donc, on nous apprend à la fois l'ADN, la transcription, la traduction, les protéines. Et à la fois, bah, en fait, toujours la même chose sur voilà, les transformations aléatoires, la sélection de ces formes du coup mutantes et l'évolution sur des temps longs. Donc en fait, il y a une partie qui a énormément changé, c'est qu'on a découvert des niveaux de complexité qui sont absolument stratosphériques. Et l'autre partie qui est restée en fait comme en 1859 où les gens allaient au travail avec des roulottes et en fait n'avait aucune idée de comment fonctionnait le vivant. Donc sans faire aucun procès à Charles Darwin ou aux naturalistes de l'époque, nous on a quand même des données qui sont en fait beaucoup plus vastes et beaucoup plus précises sur de nombreux points. Donc entre guillemets, on a quand même la légitimité du coup de se questionner puisque il y a toute une partie de la science. Donc là c'est plutôt effectivement mon avis euh, qui va plutôt dans une direction opposée à celle qui était attendue pour du coup la théorie donc de l'évolution, entendre par là l'évolution, c'est-à-dire l'ancêtre commun des grands groupes animaux, des grandes familles. Euh, donc effectivement voilà, donc là j'ai un peu poussé la balle un petit peu loin. Faudrait juste qu'on en. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Oui, disons que c'est sûr que ça doit poser question et ça l'a posé dès le début, parce que dès le début, c'était une idée qui était rejetée, comment dire, du fait que la question centrale, c'est est-ce qu'on vient du hasard ou de Dieu? Et j'ai envie de dire, comme tu as dit, on peut être perçu comme une certaine forme, et le truc avec l'évolution, c'est un peu comme le fameux générique de Il était une fois l'homme, tu le connais? Je crois pas. Ah, c'est dommage, c'est un truc à voir, où justement c'est un dessin animé où on nous montre en générique d'intro l'évolution en accéléré. Donc tu vois une petite cellule dans l'eau, elle devient un tétard, un poisson, elle sort de l'eau en étant une sorte de grenouille, puis elle devient un lézard, puis après le lézard devient un singe et le singe devient un homme. Tout ça en quelques secondes avec de la musique religieuse, c'est pas mal. D'accord, et Il était une du coup, je fois, vois très bien maintenant. Je vais juste le mettre sans son, comme ça les gens il vont était voir. une fois l'homme. D'accord, bah tu peux continuer du coup. C'est... Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que en termes de forme, ça paraît vraisemblable parce qu'il y a des formes voisines, tu vois. À la limite, oui, un singe, quelque part, il a une forme voisine à l'homme et de forme voisine en forme voisine, bah, c'est juste une forme différente et ça peut faire illusion, quoi. C'est et, euh, et donc justement,
Ce problème, c'est que si on s'en tient à la forme, de, de petite ressemblance en petite ressemblance, eh ben on peut passer du coq à l'âne si on a plusieurs intermédiaires qui ressemblent. Et c'est ce qu'ils ont fait en disant, bah, de la cellule à l'être humain. Là, tu vois, tu regardes le générique, Oui, si tu veux, je vais partager tu l'écran, vois. comme ça tu le vois également, mais les gens vont le voir. Ouais, ça va être sympa de mettre pas de, parce que ça dure quelques secondes. Hein. Voilà, j'en suis déjà au singe, hein, c'est allé très vite. Ouais, justement, tu mets juste les premières secondes avec la musique. Ça va être comme ça, tout le monde le verra. Mets la musique. J'entends rien. Donc j'ai mis la musique, les gens vont l'entendre de toute façon. Ah, ok. Donc le lézard, il monte. Puis il se dit, oh, c'est plus simple d'être un singe. Le singe, bah, il grandit un peu plus. Puis après, il marche à deux pattes et c'est parti. Et de forme en forme, toi, il y a une sorte de... C'est polymorphe, quoi. De- Ça paraît vraisemblable. Et donc, le public, il se dit, bon, bah, en apparence, c'est OK. Mais la question de fond scientifique, elle se pose toujours, puisque les apparences peuvent être trompeuses, justement, et est-ce que c'est possible? Voilà, donc déjà le premier point, je pense que tous les évolutionnistes qui vont regarder cette vidéo, évidemment, ils détestent ce film-là parce qu'on voit un seul individu qui évolue du coup pendant le cours de sa vie. Enfin, c'est ce que le dessin Oui, mais animé montre. c'est un générique d'éducation, enfin, Voilà, c'est un dessin animé éducatif qui passe en France, que tout le monde connaît, voilà. Donc il s'agit et juste. ça pose les bases du savoir, comme si on parlait de l'histoire. Bah, après, ça parle de Voilà, l'histoire de tout à fait. l'humanité. C'est juste histoire de pas mal représenter la théorie de l'évolution. Évidemment, on est au courant que la théorie de l'évolution, Oui, bien sûr. c'est pas un seul individu qui évolue sur un milliard d'années. Donc effectivement, à mon avis, je crois que même Guillaume Lecointre en parle dans une de ses conférences de ce générique et il dit que voilà, c'est ridicule. Effectivement, on l'a pas montré Oui, pour mais faire moi, un homme de paille sur la théorie de l'évolution. ce que j'aime bien, c'est que ça montre le côté de l'adhésion par la vraisemblance. Parce qu'on s'imagine dans notre tête, et moi je l'imaginais quand j'étais jeune, bah oui, apparemment, ben, une cellule, ça se complexifie, ça fait des plantes, puis les plantes, ça fait des trucs plus complexes, et de forme en forme. On peut tous se l'imaginer, c'est ça que je veux dire. On se l'imagine facilement de forme en forme sur des milliards d'années. Seulement, c'est que de l'imagination. Et il faut que ça tienne la réalité après. Tout à fait. Moi, donc une comparaison que j'utilise quand je suis dans des débats, c'est qu'on imagine parfaitement. Tout le monde a vu le Disney avec la grenouille qui se transforme en prince. En fait, il n'y a pas de problème de l'imaginer en fait. Pour autant, on sait que c'est complètement absurde. Oui. Et de la même manière, on imagine tous la macroévolution des singes, génération après génération. Et ben en fait, ils commencent à casser des outils, ils vivent dans des cavernes, et ensuite ils se mettent à écrire sur des parchemins, et ça fait l'homme moderne. En fait, on sait l'imaginer, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que c'est un phénomène qui a une résonance vis-à-vis de ce qu'on connaît du monde réel. Oui, tout à fait. Et donc, pour sortir de là, de ce consensus culturel, surtout en France, moi, j'aurais pas pu sortir de l'évolution sans beaucoup de réflexion déjà, et trouver des bonnes questions et des bons arguments logiques pour. Il faut trouver les bons arguments logiques. C'est pour ça que euh, il y a des arguments logiques en faveur de la création. Et donc, la question, peut-être pour l'introduire, ce serait si on trouve un objet totalement inconnu, même une chose étrange dans le sol, comment savoir si c'est par hasard que ça s'est fait ou par une intelligence. Donc, par exemple, quand en archéologie, on sort toutes sortes d'objets étranges, des bouts de vase, des roues, mais vraiment en très mauvais état, on devine à peine une forme, une roue ou des casques ou toutes sortes d'objets divers et variés. Comment est-ce qu'on peut savoir si c'est pas le hasard qui a fait cette forme bizarre qui ressemble à une roue
parce que c'est vraiment décomposé, des fois c'est fossilisé dans la terre, ou est-ce que c'est une création intelligente? Donc, il faut trouver, et c'est justement, je crois que c'est la science de l'intelligence design, c'est qu'est-ce qui différencie au fond ce qui peut être fait par le hasard et ce qui ne peut pas être fait par le hasard, et ce qui nécessite absolument une intelligence. Exactement, donc on peut résumer ça par faire des liens entre les effets et les causes. Donc c'est même une des définitions de la science qui en a beaucoup évidemment. Donc voilà, on a un effet E. Quelle cause peut produire cet effet? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que l'une est plus vraisemblable que l'autre? Donc voilà, on a un peu toutes ces questions-là. Et moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et c'est un peu de la même manière, c'est comme ça que j'en suis arrivé à la théorie idée. C'est-à-dire essayer de rationaliser même la théorie de l'évolution qui est quasiment systématiquement, en fait, lorsqu'elle est énoncée par quelqu'un qui en est le défenseur, tout va être brumeux en fait. C'est changement au cours du temps, sélection des formes adaptées. Donc en fait, c'est un brouillard, c'est un brouillard qui est complètement insaisissable. Et moi, ce que je fais tout le temps, c'est pour ça que je parle tout le temps de la chronologie évolutionniste, des 300 000 générations approximativement qui séparent l'ancêtre commun à l'homme moderne, parce qu'en fait, j'ai envie de rationaliser tout et j'ai envie de voir si c'est un scénario qui est vraisemblable. S'il n'est pas vraisemblable, est-ce qu'il faudrait 12 millions d'années? Est-ce qu'il en faudrait des milliards? Et donc c'est comme ça que je fonctionne en fait. Oui, L'effet, c'est intéressant, tu veux, comment dire, te remettre en situation réelle, et non pour sortir de la théorie à la pratique, en fait, voilà, pour voir qu'est-ce que ça fait sur le terrain. je vais donner un sophisme qui est rigolo, mais qui, donc moi c'est ce que je reproche aux courants opposés, et en fait souvent ils ne s'en rendent même pas compte. Donc en fait c'est un cas avec donc un enfant qui est sur un tricycle et qui se déplace comme ça. Donc il peut parcourir une distance dans un temps donné. Et du coup ensuite je vais dire est-ce que cet enfant est capable d'aller sur la Lune par ce procédé-là de se déplacer sur son tricycle? Et du coup la réponse qu'on va me donner c'est non, voilà c'est idiot. Et pourtant, en fait, entre la Terre et la Lune, il y a une distance, donc c'est juste une distance en kilomètres. C'est juste plus long. Voilà, cet enfant, au cours du temps, en fait, il est capable de rouler et de parcourir des dizaines et des dizaines de mètres. Bah, en fait, on fait la somme, ça fait un kilomètre. On fait la somme de tous les kilomètres, ça fait la distance Terre-Lune. Sauf qu'en fait, il y a un problème d'ordre, et du coup, il y a un sophisme qui est caché dans ce raisonnement. Euh, et évidemment, c'est que, bah, en fait, il faut qu'il arrive à gagner énormément d'altitude ou qu'il se propulse vers la Lune. Donc voilà, ça complique un peu sa tâche. Et Oui, il y a un obstacle parce qu'il y a un saut qualitatif entre la route toute droite et propre et bah, s'envoler dans l'espace en plus. Il y a un saut qualitatif qui fait une barrière totale au tricycle. Mais peut-être pas à la fusée, mais au tricycle, c'est sûr. voilà, donc c'est exactement ça, c'est qu'on a des deux éléments qui sont d'un autre ordre. Et maintenant, donc pour que tout le monde comprenne, le vivant au cours du temps change. Il y a différentes du coup races ou différents groupes qui peuvent se subdiviser. Donc on a évidemment la population humaine qui est un exemple, ou les chiens et les chats. Et du coup la question c'est jusqu'où ce phénomène peut-il aller? Je voulais juste montrer une image qui illustre un petit peu ce point-là. Hop. Normalement, je suis paré, moi j'ai plein de choses. Voilà, Oui, tu as ton dossier. donc on a un loup, et de manière voilà, très vraisemblable, on sait que même par l'expérience, puisque ces races de chiens, elles ont 100 ans ou 200 ans, on sait qu'en fait cette transition, elle est possible. Et donc il y a une première question, c'est est-ce qu'on peut avoir déjà la transition dans l'autre sens? Moi, je pense que ce n'est même pas le cas. Et la deuxième, c'est évidemment, est-ce que en fait ce loup, donc là on a des chiens, est-ce qu'on peut avoir un mammifère avec des ailes par exemple, parce que c'est Oui. exactement cette transition qui a eu lieu pour la chauve-souris, qui a des ancêtres qui sont des mammifères Un terrestres. chien ailé, en fait. Est-ce qu'on peut voir le chien ailé? Voilà, la chauve-souris étant un mammifère placentaire avec des ailes, donc c'est assez formidable. Elle vole pas juste en planant, c'est du battement d'ailes comme les oiseaux. Donc voilà, à quel moment on s'arrête? Et évidemment, ben, l'évolutionniste répondra probablement nulle part ou on ne sait pas. En tout cas,
il n'y a aucune limite. Les seules limites, c'est celles qui sont imposées par les contraintes environnementales. Les mutations peuvent aller rigoureusement dans toutes les directions qu'on souhaite. Oui, alors là, c'est ce qu'on reproche à l'évolution, c'est qu'en fait, l'évolution, la théorie de l'évolution, je pense que tu es d'accord, elle a raison sur la micro-évolution, c'est-à-dire sur les petits détails, les petits changements qui fait que bon, bah, les chiens sont différents sur des aspects de couleur ou de forme, mais ils restent des chiens. Par contre, là où on n'est pas d'accord du tout, c'est sur la macro-évolution, c'est-à-dire des sauts qualitatifs, pardon, qui fait qu'il y a des organes et des fonctions supplémentaires qui apparaissent. Et là, on se dit, bah, ça ne nous paraît pas possible parce que un organe, c'est comme un mécanisme, c'est comme un robot. C'est un peu, il y a un robot qui est apparu par hasard, quoi. Ça pose question. Du coup, est-ce que tu as des exemples à donner ou des choses qui te viennent sur... Euh, alors, bah justement, moi, dans mes vidéos que je fais pour tout public, vraiment, je fais pas trop dans la science. Je donne, je veux dire, dans les détails, comment dire, dans les détails scientifiques, moi, je donne l'idée que, donc, si on trouve un robot euh, dans le sol, est-ce que c'est le hasard, enfin, est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est une intelligence qui l'a fait? Sachant que là, quand je parle de robot, en fait, je parle d'un mécanisme. Dès lors qu'il y a un mécanisme qui fonctionne, ce n'est plus juste un objet qui a une forme. C'est-à-dire que, par exemple, des fois dans des forums, bon, lorsqu'on débat, par exemple, je peux dire le mont Rochefort. C'est le mont américain où il y a les 4 têtes des présidents qui sont sculptés. Tu vois ce que c'est? Le mont Rushmore, il me semble. Mont Rushmore. Voilà, hop. Donc, voilà. C'est juste une forme. À la base, c'est juste une forme. Oui. Donc, la question c'est, est-ce que les événements naturels peuvent faire cette forme ou pas? Alors, on pourrait penser que non, c'est impossible. Pourtant, il n'y a pas de réelle difficulté parce que c'est juste une question de forme. Il n'y a aucun mécanisme. Et justement, le piège, c'est que nos adversaires, ils disent, bah, le hasard peut faire des choses étonnantes, extraordinaires. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui penserait que ça a été fait par hasard s'il invoque, comment dire, qu'il y a eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de chance pendant très longtemps et qu'en fait, ce sont vraiment des rochers qui ressemblent à des têtes humaines, mais c'est le hasard et c'est notre esprit qui y voit des ressemblances. Voyez. Donc, en termes de forme, déjà, on sait que c'est pas le hasard, mais il y aurait encore débat parce que ce ne sont que des formes. Par contre, et c'est là où il y a un argument clé sur la logique, c'est que si en plus des formes, il y a un mécanisme qui a un fonctionnement, donc tout le monde connaît le fameux argument de l'horloge, où on se dit, ben, le hasard ne peut pas faire une horloge, parce qu'une horloge, c'est censé avoir un mécanisme qui indique l'heure. Si ça indique pas l'heure, c'est pas une horloge. Bon. Eh ben, c'est là le point de rupture pour moi, c'est que dès lors, merci, dès lors qu'il y a un mécanisme qui a une fonction, eh ben là on est dans du robot, on est dans quelque chose que déjà la forme, elle peut très rarement se faire par hasard, mais on pourrait se dire, voilà, tu vois un mur dans un champ, c'est juste des cailloux sur des cailloux en forme droite. Et tu pourrais dire, ben, après tout, si un farfelu te dit non, non, c'est le hasard, parce qu'après tout, c'est des cailloux sur des cailloux en ligne droite, on sait que c'est faux, mais on manque d'arguments, parce que c'est qu'une forme. Par contre, s'il y a une voiture dans un champ, écoute, non, c'est totalement impossible, parce qu'une voiture, ça roule, il y a un mécanisme, en plus de la forme, il y a un mécanisme. Et donc, normalement, ça devrait être échec et mat, parce que le mécanisme,
c'est une preuve absolue d'une intervention intelligente, parce que c'est un mécanisme, c'est comme un robot. Donc, la vie, les êtres vivants, ne serait-ce même qu'une simple cellule, c'est comme une usine avec de l'ADN, de l'information, qui a le mécanisme de se nourrir et de se reproduire à l'identique. C'est comme si on avait un mini-robot qui arrive à se nourrir, à s'alimenter de son environnement avec des mécanismes sophistiqués et qui peut se construire à l'identique. C'est-à-dire que nous, mêmes humains, on ne sait pas faire ça. Si tu demandes aux scientifiques de faire un petit robot comme ça, dis non, c'est de la trop haute technologie, on ne peut pas. Ça nous dépasse trop et on n'est pas sûr de pouvoir le faire un jour. Eh bien, pour moi, l'argument premier et principal, c'est que dès lors qu'il y a un mécanisme qui fonctionne, on est sur du robot et donc c'est forcément une intelligence la cause. D'accord, donc donc je vais essayer de formaliser ou de définir ce qu'est un robot. Moi, je dirais, voilà, un objet qui est constitué de plusieurs parties, qui éventuellement ont différents matériaux et qui est capable de changer d'état au cours du temps avec du coup de la communication, soit mécanique, soit ça pourrait être nerveuse ou électrique, entre ces différentes parties-là. Ça serait une définition qui te conviendrait ou pas pour un robot? Alors un peu, ça m'a l'air bien, mais ça fait un peu flou de dire que toute chose se modifie. Alors là, tu veux dire quelque chose qui se modifie de lui-même. Voilà, une chose qui est capable de changer d'état au cours du temps. Par exemple, les Oui, mais de statues du Mont... lui-même. oui, effectivement, de lui-même, c'est-à-dire en étant isolé d'une certaine manière. Par exemple, comme voilà la pendule qui a les horloges, les aiguilles qui tournent. Le Mont Rochemort, par lui-même, il va pas changer au cours du temps, alors que la pendule, elle change d'état au cours du temps à chaque seconde. Voilà, mais alors que ce soit de soi-même, parce que le mont Rochemort, il change avec l'érosion et, les mouettes et que sais-je. Voilà, donc je vais essayer de faire un contre-argument sur le Mont Rushmore, euh, puisque en fait je vais essayer de te faire la réponse que tu aurais fait à un évolutionniste. Hmm. Je pense qu'il te dirait que en fait l'apparition des visages au cours du temps sur le Mont Rushmore, effectivement ça serait pas explicable, dans la mesure où ce ne sont pas des formes qui sont utiles ou qui vont qui ont la conscience de pouvoir persister dans le temps selon tel ou tel caractère. Alors que pour les systèmes vivants, en fait, ils vont systématiquement t'opposer l'argument de la sélection naturelle, c'est-à-dire en fait les seules formes qui survivent sont celles qui sont adaptées, et parfois ce sont celles qui ont évolué par rapport aux autres, et du coup en fait elles existent aujourd'hui parce qu'elles étaient adaptées à leur environnement et qu'elles avaient reçu les bonnes mutations ou les bonnes transformations, et en fait, et voilà, ce phénomène-là fois un milliard, ça fait des hiboux, ça fait des pandas Oui, et des chevreuils. oui. Alors, en fait, leur argument tient sur l'accumulation de d'avantages. C'est-à-dire, oui, on accumule des petits avantages, mais sur des milliards d'années, à la Voilà, fin, on a un super robot. D'un petit robot, on a un super robot voilà géant. le caractère itératif en fait, et Alors, c'est le cœur de la théorie, effectivement. alors c'est intéressant parce que j'ai un contre-argument à ça. Donc, ils sont censés accumuler des petits avantages. Et, euh, et c'est vrai que dans l'esprit, on dit, bah oui, mais si tu accumules un petit peu, un petit peu, un petit peu, bah, au bout d'un milliard d'années, tu as forcément un super truc. Dans, en imaginaire, c'est facile, mais en pratique, euh, bah, il y a un obstacle pratique que je trouve intéressant, c'est que si on a un mutant, donc un individu qui a, parce que il faut rappeler que l'évolution, ça marche par mutation accidentelle de l'ADN et par sélection naturelle. Donc, si un mutant qui, par chance extrême, a eu un avantage par son accident de copie, eh ben, déjà, cet accident, il serait ultra minoritaire parce qu'en général, on peut penser qu'un accident, c'est fait pour détruire le robot. On a un robot qui fonctionne. S'il a un accident, bon. Mais admettons que cet accident arrive. Ce mutant, euh, il va pas devenir Superman. Il va juste
il va juste avoir, on va dire, 1% de plus de chances de survie. Un petit avantage très Voilà. léger. Et même donc ils disent reproductive output, c'est-à-dire ce qui compte, c'est vraiment ceux qui font plus d'enfants que les autres. Parce que si on court Oui, plus vite mais qu'on fait pas plus d'enfants, eh ben c'est les autres qui vont gagner de toute manière. alors un avantage Voilà. de De survie reproduction, ouais. et de reproduction, d'accord. Bien. Moi, je veux bien, mais cet individu, il va se reproduire avec un non-mutant, avec quelqu'un de normal. Donc, ils se reproduisent. Bah, les enfants, je veux dire que la mutation va être diluée dans la population parce que l'enfant, on va dire, pour schématiser, il aura 50, il aura une version atténuée de la mutation. C'est-à-dire il y a plusieurs façons. Soit il a l'enfant donc à la mutation, l'avantage, soit il en a la moitié, soit il l'a pas du tout. Ça dépend si le gène est dominant ou récessif. Exactement. Bon. Mais si on fait une moyenne pour aller vite de 50%, par exemple, les métis, quand les métis ont une peau plus claire les, entre, qui est une version intermédiaire entre la peau des parents en général. Bon. Puis après, s'ils se reproduisent avec une population homogène, ben, il sera de moins en moins métis. C'est juste pour comprendre facilement. Donc, les enfants de ce mutant, bah, ils auront certes un petit avantage pour certains, mais pour d'autres, pour d'autres, ils auront soit pas du tout l'avantage, soit une version amoindrie. Bien. Mais après, les enfants des mutants, ils vont encore se reproduire avec des individus normaux de la population. Ce qui fait que cet avantage va se dissoudre et quelque part, il restera toujours minoritaire dans la population parce que c'est pas 1% de chance en plus que les autres qui va les faire échapper à tous les dangers ça se trouve, avec pas de chance, ils peuvent mourir euh, en premier parce qu'il n'a pas eu de chance. Hein. L'avantage est trop minime pour changer. Il faut vraiment que les avantages s'accumulent auprès du temps pour que vraiment ils sortent du lot. Bien. Mais s'il a que 1% et que son avantage est dissous dans la population, en fait, il aura juste fait une petite variation ridicule et on en reste là. Mais il y a encore un argument qui s'ajoute à ça, c'est que les mutations, donc en général, sont négatives. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'en avoir. Et donc, les enfants des mutants, ça se trouve, ils vont s'accoupler avec un individu qui a une mutation négative, mais qui est légère. On va dire qu'il a 5% de chance de survie en moins. Mais oui, mais ce mutant, il va quand même s'accoupler avec, et tu auras des enfants qui auront certes l'avantage de 1%, mais ils auront peut-être aussi l'inconvénient de moins 5%. Donc, si je résume, le mutant chanceux qui a gagné au loto, son gain de loto, il va se dissoudre dans la population en termes génétiques, et en plus, il va incorporer les coups de malchance, les malus, parce qu'ils sont plus nombreux et plus variables. Il y en a des petits, des grands, des bon. Il va les incorporer. Ça va s'incorporer plus facilement dans la population et donc même avec les mutants chanceux. Donc, on voit qu'à long terme, ce calcul ne peut pas fonctionner. Euh, c'est un, comment dire, c'est une stratégie perdante. D'accord, donc Donc, ben, je suis assez, si tu as compris, je suis assez d'accord voilà. avec toi. Je peux essayer de reformuler à ma manière. Oui, Donc déjà, on commence par une chose très simple, c'est que tous les systèmes d'information, donc tous les ingénieurs du monde entier savent ça. Tous les systèmes d'information, lorsqu'ils sont perturbés par des modifications aléatoires, fonctionnent moins bien. Donc on peut prendre du oui. code informatique, il va moins bien marcher. Il va peut-être toujours marcher partiellement, mais généralement, il marche moins bien. Voilà une définition dans un dictionnaire. Là, j'ai changé avec des lettres au hasard. Ça fait rien du tout, ça veut rien dire. La photo de la petite Alice avec chaque pixel remplacé par une couleur aléatoire, ça Ah fait, oui, là. ça Ah fait rien du tout. ça fait même un gris homogène pour Voilà, dire que ça fait une bouillie.
La proposition de la théorie de l'évolution, c'est que l'accumulation des mutations aléatoires, donc c'est-à-dire que voilà, 100% aléatoires au cours du temps, ont formé des systèmes biologiques comme la réplication de l'ADN, des chauves-souris, les êtres humains, etc., etc. Donc j'ai mis les petits bonhommes parce que du coup, c'est l'objet de notre débat. Donc ça, c'est vraiment le premier point. C'est que, par exemple, si on prend du code informatique, en fait, les transformations aléatoires qui vont améliorer ce code par rapport à celles qui vont le dégrader, c'est sûrement un rapport de 1 pour 1 million ou 1 pour 1 milliard même. Parce J'ai que, même envie de dire que c'est incalculable comme. voilà, c'est très difficilement calculable, Ouais. mais on est dans cet ordre de grandeur-là. Oui, on est dans l'ordre que ça n'a rien à voir entre le côté positif et négatif. Voilà, donc on pourrait dire que si on essaie de faire un... Voilà, on va donner des chiffres un petit peu arbitraires, mais pour le vivant, on pourrait dire 80% de mutations neutres, 19,9% de mutations nocives et 0,1% de mutations bénéfiques. On pourrait donner ça Oui, de toute pour aller façon. vite. Voilà, ça fonctionne pour notre démonstration de toute manière. Et le deuxième point donc, que tu développais très justement, donc là je fais une petite parenthèse, c'est que j'ai débattu avec des évolutionnistes qui n'étaient même pas au courant de cet élément-là, c'est-à-dire que les êtres humains sont diploïdes, et l'ADN, à chaque fois qu'on passe à nos enfants, en fait, c'est 50% de l'ADN qui constitue notre organisme, puisque Oui, les gamètes sont haploïdes. Donc, l'accumulation des mutations au cours du temps, elle n'est pas géométrique, c'est-à-dire que vous n'avez pas la totalité des mutations qu'ont accumulé vos grands-parents. Vous avez juste un quart des mutations de chaque grand-parent. Donc, c'est les images que vous pouvez voir là, avec en bleu, du coup, la mutation héritée du grand-parent 1, en rose, celle du grand-parent 2, etc. mm, Et le point important, c'est que du coup, il y a un chiffre de 41 mutations de novo par génération. Ça peut être 60 ou 70, mais c'est l'ordre de grandeur. Et du coup, cette accumulation est simplement linéaire au cours du temps, puisque l'être Homo sapiens est une espèce diploïde où on reçoit à chaque fois 50% de l'ADN de chaque parent. Et du coup, le point important, c'est que on a systématiquement un grand nombre de mutations qui vont être soit neutres, soit nocives, et un tout petit membre, un tout petit nombre de mutations qui vont être elles avantageuses et qui vont améliorer le reproductive output, les capacités de reproduction, de survie, de vitalité, etc. Et donc du coup, ton point, c'était que même voilà une bonne mutation, par exemple, qui arriverait ici dans la partie verte, premièrement, elle a très peu de chances mathématiquement de persister dans les générations suivantes, puisque juste au bout de 2 générations, en fait, il faudrait que le parent 2 ait fait beaucoup d'enfants, par exemple, pour maximiser ses chances, et à leur tour, il faudrait que les enfants ici aient fait beaucoup d'enfants pour maximiser les chances du coup de transmettre cette mutation. Et mm. ça, c'est le phénomène de genetic drift, c'est-à-dire c'est donc la dérive génétique, c'est-à-dire que n'importe quelle mutation, elle a une, une très forte probabilité pour qu'elle se fasse noyer et éliminer par les autres mutations au cours Oui, du ou temps. alors elle restera ultra minoritaire constamment quelque part. Voilà, et d'une part, elle sera noyée donc mathématiquement par les autres, et d'autre part, ces autres transactions vont être ces autres modifications, pardon, vont être des modifications qui ont toujours un aspect légèrement nocif sur l'organisme. Oui, Et il y aura toujours plus de mutations nocives qui se baladeront. voilà, donc sur des temps longs, on a un... Donc en fait, je peux donner la solution à ce problème-là. La solution, elle est très simple, c'est il faudrait qu'il y ait une sélection naturelle qui soit extrêmement forte et qui soit capable d'éliminer justement toutes ces mutations légèrement nocives et pour du coup maximiser l'output des transactions qui elles sont positives. Sauf que ce type de sélection naturelle là, par exemple une sélection naturelle qui à chaque génération éliminerait 99% des individus, ça n'existe pas chez les humains tout simplement. C'est une Oui, mais sélection. ça ne réussirait quand même pas. Parce que, admettons que tu détruises 90% de la population, mais c'est pas juste sa petite mutation qui a juste un petit avantage de l'ordre de 1% de plus qui va le sauver du massacre. Euh, ou alors ce serait un... Toi, c'est un peu...
au lieu d'avoir une chance de gagner au loto, tu as deux chances sur des millions de gagner au loto. Ça. Donc autant dire que C'est exactement ça. ça compte pas, quoi. C'est exactement Ça, ça. Et si ce phénomène-là de sélection naturelle forte du coup, arrive également à la génération suivante et la suivante, bah, en 3 générations, il n'y a plus personne en fait. Parce que voilà, tout le monde accumule des mutations qui sont légèrement néfastes. Et du coup, donc voilà, ça c'était le deuxième point. Donc ça fait qu'on a en fait un système qui mathématiquement est assez absurde. Et c'est pour ça que moi j'insiste sur un point qui est également très important, je pense. C'est que euh, mathématiquement, en fait, en plus aujourd'hui on connaît les écarts moyens entre l'ADN chimpanzé et l'ADN humain. Même une simulation informatique en fait n'est pas capable de partir du coup de cet état il y a 300 000 générations, d'arriver à peu près à la population humaine. En fait, on peut même pas faire de simulation informatique qui fonctionne parce que le taux de mutation par génération est beaucoup trop bas par rapport du coup à l'écart très important qui existe entre ces deux génomes. Donc en fait, là on est en train de du coup peut-être d'inonder les internautes d'informations, mais c'est tout simplement qu'il y a une inondation de contre-indications et de choses absurdes qu'il faut accepter en fait oui, ils veulent rester dans une sorte de théorie que oui, le temps était super long, mais si on le met en pratique, comme tu dis, ben en fait, il faudrait un temps extraordinairement plus long que la théorie le précise, c'est ça? C'est exactement ça. Donc je vais essayer de trouver une citation parce que voilà, j'avais préparé des choses. Donc là, je vais faire du gros cherry picking qui voilà, il déteste ça, mais je vais quand même Ouais. me lâcher. Euh, Allons-y, faisons-nous plaisir. donc no currently existing formal language can tolerate random changes in the symbol sequences which express its sentences. Donc voilà, l'information est invariablement détruite par du coup les changements aléatoires. La plupart des mutations qui ont un effet sur le phénotype sont délétères, sont nocives. Ouais. Chez les humains modernes, euh, voilà, l'accumulation des petites mutations qui ont un effet légèrement délétère se fait beaucoup plus rapidement que du coup la vitesse de suppression par la sélection naturelle. Donc Oui. c'est exactement Euh, ce qu'on a dit. J'aimerais revenir à l'idée principale. En fait, je crois qu'on est d'accord, c'est que l'idée principale, c'est que le mécanisme vivant, eh ben, en théorie et en logique, il va vers une détérioration et non pas vers une amélioration sans fin. Exactement, je continue vite très rapidement Mm. et après je le laisserai à l'écran de toute façon, mais voilà, la très grande majorité des mutations sont délétères. C'est un des faits les plus établis en génétique évolutionnaire. C'est supporté à la fois par les indices moléculaires et par les études large scale sur les génomes. La plupart des mutations qui affectent la viabilité, donc le fitness, sont en fait délétères. Donc euh, j'ai passé juste 40 minutes pour trouver ces citations-là. C'est un fait qui est complètement établi aujourd'hui. Et il y a juste à parler du coup d'un... Donc c'est assez obscur, mais les cancers, c'est ça en fait. Il y a des cancers qui peuvent survenir. En fait, une petite mutation à 800 ou à 1000 endroits dans le génome va aboutir sur un cancer d'un certain type. Euh, c'est à mettre en relation avec ce problème-là des mutations qui n'aident pas du tout les évolutionnistes dans leur théorie. Ça les dessert au contraire. Voilà. Oui, et d'une manière générale, j'ai envie de dire que donc les organismes, avec le temps, se détériorent et en fait, c'est une sorte de loi d'entropie où tout système euh, retourne au chaos dans un système clos. Ça, c'est connu. Et donc, on s'attend à ce que justement, donc tous les êtres vivants se détériorent avec le temps par toutes sortes en fait de maladies génétiques rares. Parce que, en fait, c'est ça pourquoi il y a les maladies génétiques plus ou moins rares d'ailleurs. Ben, en fait, c'est la cause implacable de la continuité de l'accumulation d'erreurs qui fait que euh, on constate qu'il y a des maladies génétiques diverses et variées. Et en fait,
j'ai envie de dire que notre système génétique, il est prévu pour être le plus stable possible malgré ça, parce que malgré ça, si on n'est pas encore détruit et mort, et enfin à l'état, si on n'est pas détruit, c'est que en fait tout le système génétique tend à se stabiliser et être le plus solide, le plus uniforme possible. Et en fait, les croisements entre, en fait, c'est connu quand dans une même famille il y a des maladies génétiques, s'ils se marient entre cousins, on sait que par consanguinité, ils auront beaucoup plus de chances d'avoir ces fameuses maladies génétiques. Et donc, en se mariant avec quelqu'un de la population qui est normale, ben, il aura très peu de chances d'avoir les mêmes maladies, enfin les mêmes problèmes que lui, et donc il augmentera ses chances d'atténuer, voire d'annuler ces maladies, ces erreurs génétiques, pour rester dans quelque chose de stable. Et en fait, donc les êtres vivants essaient de se stabiliser dans le temps plutôt qu'autre chose. Voilà, il y a même des protéines dont le travail est justement de repérer ces mutations et de les éliminer quand c'est possible. Donc c'est très intéressant. Le vivant est organisé pour éliminer absolument les erreurs de copie. Euh, donc voilà, c'est Ah, encore plutôt un élément de contre-indication pour les mutations en tant que moteur de la macroévolution. oui, c'est vraiment fait pour durer en état, et donc on a plus l'idée d'une construction, d'une machine, d'une construction intelligente qu'autre chose. Donc un Et point, c'est pour. voilà, une phrase très intéressante. Il y a ce scientifique donc russe, il était assez âgé, donc enfin, il doit être mort aujourd'hui, mais il a aussi beaucoup écrit pendant la période du RSS, et en fait c'est assez constant parce que j'ai une autre citation de lui de 88, je crois. Et donc il dit pourquoi l'espèce humaine n'a-t-elle pas déjà disparu 100 fois? Comment ça se fait qu'elle est toujours là, étant donné que l'accumulation des mutations en fait va très très vite, et donc mutation égale beaucoup de mutations délétères dans ce tas-là. Donc cette formulation est intéressante. Oui, il dit il a l'air de dire que c'est 100 fois plus mortel d'avoir des mutations que des bénéfices. Voilà, donc en fait, lui, il a. Donc après, on va pas mettre des mots dans sa bouche, mais en fait, il a dû vouloir faire un lien entre ces 6 millions d'années d'évolution en Afrique, surtout pour un petit groupe de 10 000 individus. Ça, c'est extrêmement important parce que bah, du coup, ils sont pas nombreux. Donc le tri, il va pas pouvoir être très efficace. Donc c'est un peu la question de la sélection naturelle dont on a parlé. On peut pas avoir une sélection naturelle très efficace puisqu'on a en fait on a que 10 000 personnes. Et en plus, un groupe de 10 000 personnes, c'est une sorte de voilà, il peut y avoir de la consanguinité plus facilement que voilà, par exemple en France avec les 70 millions d'individus. Donc lui il dit en fait on aurait dû disparaître 100 fois, surtout je Ah oui, pense. d'accord. Voilà, moi j'ajoute ce point de la population d'environ 10 000 personnes en Afrique pendant 6 millions d'années. Enfin c'est d'une absurdité qui est absolument déconcertante, voilà pour moi. Oui, eh ben, mais ça les arrête pas parce qu'en fait, leur astuce, c'est que justement, ils disent que ben, le hasard peut faire des choses extraordinaires et, et ils surinvestissent le hasard. Par exemple, lorsqu'on leur dit que pour certains éléments, c'est justement l'intelligence design qui a bien décrit le mécanisme de la complexité irréductible. C'est-à-dire qu'il y a certains mécanismes qui peuvent pas se faire progressivement. Ils sont tellement complexes que pour fonctionner, ils doivent être opérationnels d'un coup. Sinon, ça n'a aucun intérêt, ça ne fonctionne pas et ça ne donne rien. Et ça fait même un handicap. Du coup, ils n'ont pas de réponse, si ce n'est de dire, bah oui, mais peut-être il y a peut-être des cas de figure qu'on ne peut pas imaginer. Le hasard peut faire des trucs vraiment étranges et bizarres. Et donc, ils acceptent que le hasard a quand même un côté magique et que donc ça devient un hasard bouche-trou où, ben, écoute, le hasard a quand même pu faire des choses qui dépassent notre imagination, super bizarres et avec beaucoup de chance et beaucoup de temps. Et voilà, il ne pose pas des limites au hasard.
Voilà, moi ce que je pourrais, du coup, un point que je pourrais développer maintenant, c'est une sorte de retour au lamarckisme. C'est que je pense que du coup, beaucoup d'évolutionnistes sont dans une sorte de retour au lamarckisme, parce que donc dans la théorie de l'évolution non lamarckiste, on a bel et bien en fait vraiment des mutations qui sont 100% aléatoires, qui s'accumulent au cours du temps, et un tri qui est fait parmi du coup cette ribambelle de nouvelles formes qui sont apparues. Et du coup, ça c'est la théorie de l'évolution qui est aujourd'hui, voilà, c'est la théorie orthodoxe de l'évolution darwinienne. Et évidemment, au 19e siècle, on avait le lamarckisme, en fait, qui incluait une sorte de, en fait, les transformations étaient là parce qu'elles étaient nécessaires. Et c'est très différent parce que ça voudrait dire que le vivant est d'une certaine manière conscient de lui-même. Et du coup, cette girafe qui a besoin d'attraper une pomme tout en haut de l'arbre, en fait, soit elle au cours de sa vie, soit ses enfants vont avoir un petit peu cette information-là et vont avoir le cou qui s'allonge. Évidemment, Darwin, il envoie ça balader. Mais le problème, c'est que du coup, on est de retour à en fait des causes qui sont uniquement, comme tu dis, le hasard. C'est-à-dire le hasard produit des formes et ensuite elles sont sélectionnées. Et le problème, c'est que depuis les années 60, donc là, tout le monde voit les images à l'écran, mais on a des informations qui sont absolument inédites et qu'on n'a jamais eues dans l'histoire de l'humanité sur le fonctionnement du vivant. Donc là, Mhm. je sais même pas de quelle opération il s'agit, mais voilà, c'est- C'est dans une cellule, c'est des usines qui fabriquent des voilà. protéines, peut-être. Donc là, en rouge, on peut voir le brin d'ADN. Vous l'avez vu tout à l'heure, vraiment en zoom. Et ils ont dézoomé petit à petit. Et donc ça, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on est quasiment à la vitesse réelle là. Et donc c'est extraordinaire en fait. Donc voilà, donc je finis mon point sur le lamarckisme. Je pense que il y a notamment, donc il y a des darwinismes alternatifs, donc dont un dont j'ai oublié le nom, mais qui semble en fait opérer du coup cette transition là, puisque le c'est extrêmement compliqué et du coup là je peux faire une référence à l'expérience de Lenski dont j'avais parlé pendant mon débat avec Monsieur Durand. Le problème de cette fameuse expérience de Lenski, c'est que voilà, les composants que vous voyez là, en fait, ils ne varient pas au cours du temps, où ils ont une petite extension, euh, voilà, un petit bras qui arrive sur le côté, mais de manière générale, cette expérience sur 40 ans a largement montré que toutes ces structures-là, en fait, ne mutent pas radicalement autour du temps, malgré le fait que les mutations sont bien là. Donc, en fait, en 40 000 générations sur des bactéries, des mutations, il y en a des milliards et des milliards et des milliards. Malgré cela, voilà, la réplication fonctionne de la même manière, et lorsque le gène de la réplication est vraiment abîmé, eh ben on a un organisme qui ne se développe même pas. Et ils meurent. Voilà, donc on a quand même, donc comme tu as dit, c'est le terme de complexité irréductible qui s'accroche en fait, qui est toujours là. Et, euh, et donc voilà, je pense qu'il était important de faire ce point sur le lamarckisme, parce que c'est un peu comme ça que je vois le truc venir, moi, c'est que ils vont dire, ok, le hasard, on est d'accord que c'est difficile à croire, et on n'a aucun élément expérimental pour que vous l'acceptiez, donc on va développer un peu cet écueil du lamarckisme, qui pour moi est un écueil. Euh, donc voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses, moi, pour les prochaines années, en tout cas, de la part de, de- voilà, d'une faction ou d'une minorité du monde scientifique occidental, sachant que ça serait plus rationnel que l'évolution naturelle déjà, c'est déjà mieux. Ouais, je pense pas que ça va s'améliorer parce que on est dans, comment dire, on est dans une sorte de piège philosophique où ils se disent on doit expliquer la nature que par les choses qu'on voit et donc par les causes naturelles connues, visibles. Et donc, comme on ne voit que de la matière et du hasard, c'est un peu, tu n'as le droit qu'à ces deux mots pour expliquer les choses. Et si tu veux rentrer un nouveau mot, c'est interdit, puisque donc il y a une sorte de piège philosophique qui fait que on ne peut pas introduire la notion d'intelligence ou de création intelligente, puisque voilà, il part du principe que bah, au début il n'y avait pas d'intelligence, donc il faut faire.
Il faut faire avec la matière brute des origines et un point c'est tout. Et après, si on dit Dieu, bah, ils disent non, vous invoquez une cause surnaturelle. Donc, à la limite, on pourrait invoquer les extraterrestres, mais en fait, ça serait repousser le débat, mais à comment sont apparus les extraterrestres, puisque, toi, ça serait repousser le débat et ça reviendrait au même. Voilà, et c'est d'ailleurs, je fais un petit point, c'est que j'ai dit que l'intelligent design c'était très générique. Donc il y a des intelligent design bouddhistes, chrétiens, musulmans, et il y en a peut-être même qui ont cette théorie voilà, de l'intelligence extraterrestre à l'origine du vivant. Donc c'était juste pour dire que c'était quand même assez générique et qu'il y avait vraiment. C'est pas un truc qui est encarté dans une religion. Je voudrais évoquer d'autres barrières. Il y a la barrière du passage de l'unicellulaire au multicellulaire, parce que ça n'a rien d'évident qu'une entité multicellulaire, je veux dire, ça forme une sorte d'entité globale, mais ça n'a rien à voir avec de l'unicellulaire, surtout dans le mode de reproduction. Une cellule, ça se duplique à l'identique, alors que tout ce qui est multicellulaire, ça doit passer par un autre mode de reproduction. Et donc, c'est la sexualité, où il faut que ce soit prévu, sinon ça ne marche pas. Et donc, il y a cette barrière moi, je les mets les deux dans le même panier parce que les deux vont de pair. Il y a cette barrière du passage au multicellulaire et à la reproduction sexuée, qui en fait, c'est une vraie barrière, mais dont ils s'arrangent facilement, j'ai l'impression, disons, bah, ça s'est fait, ça a dû se faire. Ça s'est forcément fait parce que Dieu n'étant pas. On peut pas mettre Dieu sous notre microscope, donc il n'existe pas. Donc ce qui existe, c'est juste des mutations et du vivant qui change au cours du temps. Donc voilà, effectivement, ça serait le. Donc tu as parlé du caractère systématiquement matérialiste. Et c'est là où il y a vraiment. Donc moi j'ai parlé de faire des liens entre les causes et les effets. Et en fait, il y a beaucoup de gens avec qui je débat, déjà qui détestent cette définition, parce qu'en fait, on va leur montrer justement la réplication de l'ADN. Et là, ils savent très bien que même sans forcément méthode scientifique, déjà par instinct, tout le monde va se dire, bon alors, qui a fait ce truc-là, qui réplique l'ADN, du coup en vitesse réelle d'ailleurs, c'est Oui, on à a, 1000 le tout paires de bases par seconde, voilà, quelque chose comme ça. oui, le tout public a l'impression que ça se fait tout seul, naturellement, c'est le mot un peu caché. Ça se fait tout seul, mais en fait, c'est toute une usine qui, euh, qui fabrique cette chose à la chaîne. Voilà, c'est ça. Et c'est de la haute technologie, on ne peut pas faire pareil. À la limite, si on pouvait faire pareil, on est au-delà de la technologie humaine. Alors, Voilà, ça donc paraît étonnant. c'est pour ça que c'est important. Donc moi, je parle des liens entre les causes et les effets. C'est ce que j'essaie de faire et c'est à ça que, évidemment, j'en suis venu à la position idée. Euh, et du coup, par contre, voilà, d'autres gens, donc comme tu dis, c'est pas tous, hein, ils sont pas tous comme ça, mais il y en a qui sont, on va dire, des ultra matérialistes. Et eux, en fait, ils vont vous dire science égale explication du monde dans un contexte limité à la matière. Et du coup, là, ils vous bloquent en fait. C'est comme si on vous demande de jouer au foot et en fait, on vous dit de marcher sur les genoux. C'est Oui, que, en fait, vous êtes complètement bloqué et en fait, ils vous enlèvent tous vos outils et on vous interdit de faire des liens entre les causes et les effets. oui, mais même comme ça, s'ils étaient honnêtes, ils devraient s'arrêter à, bah, on ne sait pas comment le hasard a fait et on ne peut pas l'affirmer. Ça, la science honnête aurait dû aboutir à la conclusion, ça reste mystérieux, ça reste énigmatique. Euh, elle peut juste avec la matière, il peut pas trancher, ils peuvent pas. Donc ils s'arrangent en disant c'est l'hypothèse la plus probable qu'on ait trouvée. Voilà, Bah, ça se heurte à des impossibilités logiques qu'on a démontrées. où ils vont dire, et en fait, ils vont plutôt dire c'est la moins improbable parce que Dieu c'est improbable, etc. Donc C'est la plus simple, oui. voilà, déjà, moi, je voudrais faire un point important, c'est que tu vois le point que tu as dit là, je pense que
il y a énormément de microbiologistes qui seraient prêts à faire le même point. Voilà, cette espèce d'humilité qui dit effectivement c'est ultra complexe, on n'a pas la moindre idée de comment ces structures arrivent. Parce que moi, voilà, j'ai eu beaucoup d'articles où justement c'est une pensée qui est ressortie par l'auteur. Donc j'ai beaucoup vu, donc il y en a, je pense, c'est peut-être même la majorité qui sont dans cette position-là. Et c'est vraiment, à mon avis, la minorité qui vont aller par l'affirmative et dire ce sont des processus matériels qui sont à l'origine de ces systèmes. Euh, donc voilà, à mon avis, il y a un distinguo vraiment à faire parce que la plupart des scientifiques, en fait, c'est des gens qui étudient ce qu'on leur met sous le nez et qui sont pas idéologisés, qui ont peut-être même pas la connaissance du Ouais, mais débat. là j'ai envie de dire il y a, entre guillemets, une sélection naturelle que pour devenir scientifique, dans ces milieux-là, en tout cas en Europe, tu vas pas arriver, bon, je suis un biologiste créationniste, est-ce que vous avez du boulot? J'ai envie de dire, je veux dire, faut pas prendre les scientifiques pour des gens parfaits qui, voilà, c'est des humains qui ont toutes sortes de problèmes de biais, et il y a une sélection naturelle, même sans parler enfin, on voit bien qu'il y a des corruptions comment dire, ne serait-ce que par les conflits d'intérêts, juste parce que pour qu'il en fasse son métier, faut qu'il ça rapporte, et bon, voilà, pour juste des questions d'argent simple, mais en plus pour des questions idéologiques, le gars, il ruine sa carrière s'il met ça sur son CV en France. Je veux dire, donc il y a une sélection naturelle que ne reste scientifique, en tout cas en biologie, que les tenants croyants, pour singer nos adversaires, de la théorie de l'évolution, qui est une théorie athée. Je dirais que je suis d'accord, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain niveau hiérarchique, évidemment, un petit mot de travers, ça peut coûter très cher. Et donc tu parlais de tabou au début. Donc moi je fais pas partie de ce milieu-là. Moi je suis informaticien. C'est d'ailleurs pour ça que je me gêne pas en fait. Ça m'impacte pas professionnellement. Mais il est absolument certain, voilà, qu'il y a une sorte de, je dirais, d'emprise idéologique qui parfois est même extrêmement cachée en fait. C'est-à-dire que c'est même des non-dits. Donc je regarde aussi beaucoup d'interviews de personnes qui travaillent dans des instituts aux États-Unis. Ils savent très bien qu'ils peuvent pas trop l'ouvrir en fait, ou il faut se faire discret Bah s'ils oui, sont pas en déjà, phase avec l'idéologie dominante. tout à fait, déjà, ils perdent. C'est perdu pour l'Amérique, alors que c'est là où ça se bataille. Alors en France, c'est perdu d'avance quelque part, mais j'ai envie de dire, alors après, c'est, comment dire, euh, peut-être qu'on peut passer à une autre partie, c'est que moi, en tant que chrétien, ça m'étonne pas, puisque bon, on est donc sur la Bible. Je sais pas, est-ce que tu es chrétien Oui, ou... oui, moi je suis catholique pratiquant. Ah oui, d'accord, oui. Ce que je veux dire par là, c'est que, comment, comment dire, dès que j'ai pu comprendre, grâce à tous ces raisonnements logiques, que l'évolution est fausse, j'ai pu enfin prendre la Bible comme elle est, c'est-à-dire de manière littérale, entre guillemets, même littérale, on peut le dire, mais avec confiance. C'est-à-dire que je ne sais pas comment c'est arrivé, mais tu vois, le problème des chrétiens, c'est qu'on leur dit d'emblée scientifiquement, la Genèse est fausse. Donc si tu veux garder ton livre, tu, ça oblige les chrétiens à le rendre symbolique. Mais si on est dans cette optique où justement on a retiré cette illusion, bah, tout s'explique mieux parce que Dieu aurait créé donc les êtres vivants, il les aurait créés à l'origine génétiquement parfaits, et après serait perduré jusqu'à notre époque en se détériorant, euh, mais quelque part ça tient parce qu'en effet un organisme, parce qu'en fait Dieu c'est notre créateur comme un comme un constructeur de n'importe quelle machine, il doit l'entretenir, il doit l'upgrader, il doit toujours s'en occuper. Sinon, sa machine, bah, elle va avoir des pannes, des accidents, elle va s'encrasser, elle va, voilà. Mais vu qu'on est séparé de Dieu, et ben en fait, on est dans cette optique où
cette super réalisation de très haute technologie, eh ben, elle s'encrasse, elle tombe en panne, et les pannes et tout ça, c'est en fait c'est les maladies, surtout génétiques, qui, a, qui s'accumulent au fil du temps. Et donc il y a une compréhension globale logique à tout ça, et après, il faut pas s'attendre à, voilà, vu qu'on est séparé de Dieu, eh ben on est dans un monde qui s'auto-détruit quelque part, mais qui ne le sait pas. Et tu toucheras à sa fin, mais très rapidement, enfin très rapidement de manière relative. Et donc, il n'y a pas d'espoir de changer le monde en disant oui, on a tout compris, on va tout vous expliquer. Non, le monde, il est dans sa course de destruction et d'ignorance, et c'est le lot de l'humanité. D'accord, donc tu fais un lien entre la condition un petit peu, on peut dire, imparfaite dans laquelle sont les humains et même le vivant d'une manière générale, et du coup la chronologie chrétienne traditionnelle, ou même on pourrait Bah, dire judaïque, bah, totalement. Toi, je suppose que tu es créationniste. du coup, Toi, parce que attends, il y a d'autres créationnistes. Il y a des créationnistes qui mélangent l'évolution et la création en disant bah, Dieu, il a fait comme l'évolution officielle, mais c'est lui qui a modifié au cours du temps les choses pour que ça devienne ce que c'est. Tu es de alors quelle du coup, moi optique? c'est des points sur lesquels je me prononce pas encore complètement. Ou en tout cas, c'est des points, voilà, je fais pas encore de lien entre toutes ces choses-là. C'est juste en fait, voilà, une posture publique que pour l'instant j'ai pas, Oui, voilà, j'ai pas une, publiquement, oui, en fait, t'as pas une chaîne chrétienne, tu as plutôt une chaîne voilà, scientifique. c'est que moi c'est pour ça que je parle tout le temps de l'idée, c'est que je m'intéresse beaucoup à cette démarche rationnelle pour arriver du coup à la théorie des origines indépendantes du coup du vivant. Et du coup, voilà, je fais pas forcément le lien avec l'Ancien Testament que je connais quand même bien évidemment, les chronologies de l'Ancien Testament et voilà l'explication de la condition imparfaite des hommes par le péché originel et par la distance avec Dieu. Euh, Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est justement parce qu'on est privé. Voilà, mais la Bible, elle nous explique. Sinon, on est dans l'interrogation. Ok, quelqu'un nous a créés. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe? Il est où? On est dans ces pourquoi un interrogations. petit enfant de 10 ans il peut mourir à cause d'un cancer de la peau? Oui, et de plein de choses. On est dans l'interrogation, mais grâce à la Bible, on se dit ah mais oui, donc Dieu, bien sûr, il nous a créés comme c'est écrit. Mais il y a eu une rupture, une séparation dramatique qui fait qu'on est comme des enfants sauvages dans la jungle. On est séparés. Et en fait, le drame, c'est que on est comme des super vaisseaux spatiaux, mais qu'on ne sait pas piloter, qu'on ne sait pas faire, qui nous dépasse. C'est juste que il y a une interface intuitive que on peut bouger, on peut l'utiliser, mais si ça devait tomber en panne, on ne peut pas réparer notre super robot qu'on est. Et donc, quelque part, entre guillemets, de manière philosophique, de manière religieuse, on a besoin de notre créateur et de notre réparateur parce que c'est sa technologie à lui et que si on tombe en panne, ben on est cuit à moins que notre créateur nous répare comme toi, ton ordinateur, s'il est cassé, même si tu es informaticien, tu vas pas le réparer, tu vas tu vas en acheter un nouveau, Je parce suppose. que, mais si c'est un super calculateur hors de prix, tu vas demander à des ingénieurs, les ingénieurs qui l'ont construit, de le réparer parce que toi, tu es juste un utilisateur. Et ben, c'est ça le drame, c'est on est séparé de notre créateur. Du coup, ben, on est fatalement dans une dégression vers une dégradation continuelle et jusqu'à la destruction. Et la vie éternelle, c'est l'inverse, c'est de retrouver notre créateur qui pourra nous entretenir, nous réparer et avoir la vie éternelle, qui est en fait que la vie, c'est notre mécanisme, et éternel, c'est-à-dire que ça perdure éternellement parce que le constructeur qui l'a fait, si à chaque fois il entretient, il le répare, et il n'y a pas de raison que ça se termine, quoi.
D'accord, et du coup une petite question un petit peu taquine. Donc il y a le fameux thème du transhumanisme et tu sais, et on pourrait même parler de l'augmentation de la durée de vie depuis 200 ans. Est-ce que c'est pas justement des signes qu'on va finir en fait par comprendre que les humains via la technologie vont finir par comprendre cette machine-là. Et du coup là je peux renvoyer simplement aux conférences de Laurent Alexandre qui parle de la mort et du fait que dans 3 ou 4 générations les gens ne vont plus mourir et vont vivre voilà, éternellement sur Terre. Alors, d'accord, bah alors, bon, moi, je dis que c'est faux et que c'est impossible, mais il faut que je l'argumente. Et mes arguments, c'est que déjà, l'esprit, c'est quelque chose d'inconcevable. Et, comment dire, euh, justement, il y en a qui croient que l'esprit, ça peut être reproduit en informatique, par exemple. Voilà, sauvegarder Voilà. ouais, d'une certaine manière. Alors, si ces gens sont dans cette optique, c'est un peu mal calculé, ils se rendent pas compte, enfin, moi, je dis que c'est impossible, parce qu'un ordinateur, c'est juste une grosse calculatrice. Je vois pas pourquoi ma grosse calculatrice, elle deviendrait quelqu'un qui a une conscience. Ça dépasse l'entendement. On est sur autre chose. Bon, et ben, quand bien même ils arriveraient, tu vois, on est dans de la. Bon, pour moi, c'est une De la impossibilité, mais quand bien même spéculation. on serait dans de la science-fiction sans limite. Et ben, en fait, il y aurait encore une impossibilité qui se rajouterait, c'est que pour avoir la vie éternelle, eh ben, il faudrait pouvoir contrôler tous les paramètres de l'univers. Parce que si jamais il y a une comète ou un rayon gamma ou un événement intergalactique inconnu qui arrive et qui détruit tout, bah ça, t'es mort, quoi. Bon. Donc, bref, et même pour, alors ça c'est pour les éléments extérieurs, et même pour les éléments intérieurs, puisqu'on va jusqu'à l'infiniment petit dans notre intérieur, bah, toutes sortes de mécanismes inconnus qui sont infiniment petits, justement, peuvent changer et nous détruire de l'intérieur. Donc, pour s'assurer une vie éternelle, il faudrait tout connaître et tout contrôler. Mais il n'y a que Dieu qui puisse faire ça, et évidemment, nous non. Mais moi, j'avais cru que tu me posais la question pour me dire, bah, les hommes comprendront qu'il y a un créateur le jour où ils se rendront compte de la difficulté euh, abyssale qu'il y a, ne serait-ce qu'à reproduire un humain, quoi, ou entretenir un humain. C'est toute la question. C'est bon, en Occident, on fait voler des fusées, on fait voler des avions, on invente des choses qui sont folles. Enfin en Occident, même dans le monde entier maintenant, il y a des génies et des scientifiques partout. Et du coup, donc c'est la grande question. Il y a quand même des résultats qui sont palpables. Est-ce que l'aventure darwinienne va continuer et elle va en fait avoir des bases de plus en plus solides et de plus en plus affermies, ou est-ce qu'au contraire, comme tu dis, en fait, il va y avoir une sorte de retour à l'évidence avec une posture même un petit peu attiédie de, de, de intelligent design qui va finir par avoir un consensus majoritaire parmi les scientifiques. C'est Alors, très intéressant parce que moi je pense justement qu'on est plutôt sur ce chemin-là et qu'on est vraiment à la croisée. mais tu as vraiment un espoir que la science se réforme. Moi je pense que c'est plutôt ma posture, c'est que en fait faut tu sais, les fundamentals always win, donc les choses qui marchent sont celles qui gagnent. Le pétrole a marché parce que ça marche mieux que le charbon. L'idée va marcher parce que l'évolution naturelle ne marche pas. C'est une sorte de, moi c'est un peu comme ça que je vois les choses et je, je, donc voilà toute cette question de l'emprise idéologique et de la voilà du combat un petit peu unfair, injuste qui existe entre les gens de tendance créaïdée et les évolutionnistes. Je pense que donc moi je le vois un peu moins gros que toi tu ne le vois. C'est pour ça que j'ai plutôt confiance sur des 5 ans, 10 ans, 20 ans. Je Ah, tu as pense. vraiment confiance que à long terme, la science va fatalement se rendre compte de ses erreurs et revenir à l'un.
au dessin intelligent. Tout à fait. Et du coup, je peux donner un exemple tout bête, c'est que même la théorie de Darwin, en fait, elle a mis 70 ans à arriver, et c'est vraiment au bout de 70, 100 ans, 120 ans que même en Angleterre ou en France, ça devienne voilà un lieu commun. Et du coup, bah, je pense que tout simplement, on est justement sur le phénomène inverse. Mais ça prend du temps, évidemment, parce que quand on dit créationniste, par exemple, les gens ils vont penser à des rednecks voilà, qui ouvrent la Bible et qui sont complètement idiots. En fait, c'est l'image qui est dépeinte systématiquement. C'est vraiment Oui, les abrutis de ah bah oui, l'Alabama. il y a des gros préjugés. Alors, et en fait, quand ils présentent l'intelligence design, ils présentent ça comme une sorte de lobby sournois qui veut faire de la pseudo-science. C'est-à-dire que c'est même pas de la science. Et je crois il y a un truc clé qui pose problème, c'est que peut-être, entre guillemets, qu'ils ont raison, dans le sens où on est plutôt, nous, dans des arguments philosophiques, mais qui seraient valables quand même, et vrais, mais quoique même ça... Parce qu'en fait, nous, on démontre pas une nouveauté, on démontre une impossibilité. Voilà, ce Et qui est donc, c'est ce impossible qu'ils à nous faire sur le reprochent. papier. Ils nous reprochent de, mais non, mais vous n'êtes pas de la science, vous ne produisez rien de nouveauté, mais la science, elle va aussi dans, elle est forcément contradictoire et elle doit accepter la réfutation. Et c'est comme ces arguments valables ne sont, ne sont pas acceptés. Moi, j'ai pas d'espoir dans le débat et, et même dans la destinée de l'humanité, parce que la destinée de l'humanité, déjà de tout temps, ça a été la pagaille, mais dans la Bible, on prévoit Armageddon, on prévoit une fin terrible. Alors, voilà, je crois qu'on est d'accord là-dessus. On ne sait pas comment ça va changer, mais on est d'accord que ça va changer à long terme en mal, puisque on est censé se détériorer de plus en plus. Il faudrait être Dieu pour nous réparer et nous remettre à l'origine, en état d'origine, si j'ose dire. Alors c'est un petit peu ça, mais donc voilà, c'est des choses qui sont effrayantes pour certaines personnes et pas du tout pour d'autres. Mais par exemple, si on parle des êtres humains OGM, peut-être que voilà, ce sont des choses qui vont se standardiser et on va simplement éliminer tous les embryons dont on sait qu'ils ont des maladies en devenir, en fait, des maladies génétiques en devenir, voilà, ou des éléments comme ça. Et ça fait qu'on pourrait avoir en fait une sorte d'amélioration Ah, tu veux dire qu'à force de dépistage, voilà. on ferait une sorte d'évolution artificielle parce que on ferait nous-mêmes la sélection naturelle, quoi. Voilà, l'homme va s'administrer lui-même. Ça, c'est le rêve transhumaniste, hein, donc moi, je suis Ah pas oui. du tout de cette école-là. Non, mais Non, mais en théorie, tu vois, tu regardes un film de science-fiction, il y a des robots qui bougent, on va dans l'espace. En théorie, ça a l'air facile, tout peut se faire, mais l'espace, c'est ultra hostile. Un robot intelligent, bah, l'intelligence artificielle, tu es peut-être au courant ça, que ça s'avère d'une complexité incroyable et en tout cas, bon, que ça avancera pas plus que ça. En tout cas, donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un aspect fictif qui nous piège. Par exemple, les X-Men. Les X-Men, à l'origine, bah, c'est des mutants. Ils ont eu un accident génétique, les pauvres, mais ils ont eu de la chance, va savoir pourquoi. Ils ont un super pouvoir au lieu de. Mais le super pouvoir, quoi. En fait, toi, c'est une sorte d'évolution exagérée. C'est que on est dans ce cas de figure où bah, ça paraît vraisemblable. Oui, c'est vrai, bah, il a été mordu par une araignée radioactive, donc il est devenu Spider-Man. Oui, lui, il a eu tel accident, ou même, je crois que dans les X-Men, la série, c'est juste des mutants parce qu'ils sont nés comme ça, c'est pas de leur faute, c'est des mutants. Et chacun, il va de son pouvoir magique. Bon, alors, c'est exagéré, bien sûr, mais ça illustre l'idéologie à son extrême, c'est-à-dire, bah oui, pourquoi pas, si on a beaucoup de chance, il a un super avantage, faut pas être jaloux, quoi. Voilà, donc du coup, je pense que donc c'est bien, c'était très intéressant.
Oui, Grossièrement, on a divisé ça en deux parties, avec une deuxième partie qui est plutôt sur la réflexion. Donc voilà, évidemment, j'ai de quoi nourrir vraiment cette discussion-là. C'est juste que voilà, pour ce soir, je m'y étais pas oui. vraiment préparé. Ah, Euh, d'accord. donc le mieux, à mon avis, c'est qu'on s'arrête là Oui, pour aujourd'hui. Je vais faire une sorte de une petite fermeture. Donc voilà, pour ceux qui veulent me retrouver, je pense que je vais publier cette vidéo sur ma chaîne secondaire et peut-être que Manimax va la publier aussi sur la sienne. oui, Dans tous les cas, vous bien tapez sûr. Jean Cuve sur YouTube, vous me retrouvez. Ma chaîne secondaire n'existe pas encore, je pense que je vais la créer. Et donc tous les points qu'on a développés là, je les ai vraiment énormément travaillés et développés du coup dans des vidéos. Donc le total, ça doit faire quand même 4 heures. C'est des vidéos montées, c'est pas juste du blabla. Et vous pouvez aussi retrouver mon site web. Donc vous tapez Darwin en inversant les lettres, ça fait nivrad.fr. Et donc là, c'est pareil, vous avez des articles qui vont plus en profondeur sur ces thèmes-là. Donc les évolutionnistes qui veulent éventuellement du coup faire des échanges ou des débats avec moi, normalement je suis plutôt disponible, donc n'hésitez pas à faire signe. Et donc voilà, j'ai ta chaîne aussi à l'écran là, donc voilà, si vous êtes plutôt intéressé sur cette chaîne-là, n'hésitez pas à aller voir le contenu de Manumax. Merci. De rien, Bah, donc une prochaine vidéo, alors, si on a d'autres thèmes à aborder sur l'évolution, le dessin intelligent, il y en a parce beaucoup, que ouais, c'est parce vaste. que du coup, voilà, donc moi, ça fait vraiment 5 6 ans que je creuse tout ça. Ah, balèze. Il y a beaucoup, beaucoup de thèmes que j'ai même pas abordés, beaucoup de slides que j'ai même pas montrés, mais il y a des choses très intéressantes. Et donc voilà, à suivre en fait, tout simplement. L'aventure Bien, bah, continue. super. Bah, et tu vois, c'est juste avec la raison et la logique, on n'est pas, tu vois, on a l'impression on n'a rien à dire. Moi, je suis à l'origine, je suis graphiste, je suis du dessin. Toi, tu es informaticien. Ils vont dire non, mais ils vont nous parler de biologie, on est exclu déjà du débat parce qu'on n'est pas biologiste ou même pas scientifique. Mais pourtant, bah, avec notre propre raison et puis bon, la documentation que tu as pu avoir, bon, mais qui est pas tout public non plus, euh, on peut, même en France, et c'est entre guillemets un exploit, bah, être créationniste et par les raisonnements et les arguments qu'on a, parce qu'il y a une logique qui fait que ça cloche et Voilà, c'est très important, c'est que vraiment, je pense que toi comme moi, on revendique une approche qui est vraiment rationnelle, donc qui est par la raison. Et qui est vraiment scientifique, c'est-à-dire que c'est une erreur très grave d'amalgamer le matérialisme à l'approche scientifique. L'approche scientifique, elle ne sait pas dans quelle direction elle va arriver. En fait, on analyse, on fait des liens entre les causes et les effets, et on arrive soit là, soit là, soit là, soit là. Et donc là, on a montré des bouts de raisonnement, ah oui, effectivement. mais je voulais rajouter juste un dernier truc, c'est qu'il y a une sorte d'obstacle où eux, ils veulent une expérience visible. Mais à un moment, moi, je veux bien. À un moment, en philosophie, je peux pas, parce que par exemple, si je dis c'est impossible que le hasard fabrique un ordinateur, tout le monde va dire, bah, alors il y en a qui s'amusent à dire si c'est possible. Bon, on voit bien que non, la matière brute ne peut pas sans intelligence faire un ordinateur qui fonctionne. Bien. Mais comment je vais le prouver par une expérience? Je peux pas juste attendre que dans la nature, on trouve un ordinateur, ou je peux pas juste attendre que sur une planète déserte, on trouve un ordinateur, etc. Déjà, quand, et si c'est impossible, on peut attendre longtemps, mais on ne trouvera jamais. Donc, il y a une impossibilité en termes de philosophie sur ces concepts, euh, de faire une expérience immédiate et objective pour montrer que, et eux-mêmes ils diront, ouais, montrez-nous que Dieu puisse faire ça. Nous on dit, montrez-nous que le hasard puisse faire ça. Il dit non, mais on peut pas, ça demande trop longtemps. Bah nous on dit on peut pas, Dieu il est invisible et il est occupé ailleurs. Voilà, On reste sur un blocage où justement enfin moi en tant que philosophie, j'ai la preuve que l'évolution est fausse, mais ils me demanderont une expérience matérielle. Et moi, qui propose une expérience
pour démontrer que le hasard ne peut pas faire d'ordinateur, ça me, pour montrer que, vous voyez, il y a un blocage qui fait que je sais que c'est vrai, mais je peux pas le démontrer à part la raison. Voilà, c'est que le cadre de l'analyse et de la réflexion scientifique est au-delà du cadre purement expérimental. Et je pense que de très nombreux essayistes seraient tout à fait d'accord avec cette proposition. C'est que c'est pas juste le microscope et ce qui se passe dans une fiole. La science, c'est un système beaucoup plus englobant. Déjà, la science, voilà, c'est un terme qui a plusieurs définitions. Toute cette réflexion sur l'épistémologie, elle est vraiment vaste. Et dans tous les cas, voilà, tu fais bien d'insister là-dessus. C'est qu'il y a en fait il y a beaucoup de sophismes qui sont vraiment cachés et qui sont vraiment des fois manipulés de manière très inconsciente. C'est-à-dire que par exemple un évolutionniste typique, il va dire les créationnistes font un appel à l'ignorance. Ils disent on ne sait pas donc c'est Dieu. Et du coup, l'évolutionniste va dire, bah du coup c'est très facile, si on ne sait pas pourquoi les volcans explosent, on va dire que c'est Dieu. Et du coup, effectivement, avec ce type de raisonnement-là, on explique la pluie aussi par Dieu. Donc, donc, euh, donc c'est, Et moi j'ai envie de leur retourner. On ne sait pas, donc c'est le hasard. Euh, voilà, c'est, c'est leur position, alors que justement, parce qu'il y a des documentaires en français qui montrent bah, que ça, c'est plus raisonnable de penser que ça vient d'une intelligence, que c'est une construction intelligente, parce qu'on est en face à un super mécanisme extrêmement fonctionnel et complexe et compliqué qui, qui, qui dépasse notre technologie de très loin. Ça peut au moins poser question. voilà, du coup, la réponse que je donnerai, donc je vais partager mon écran une dernière fois, Ouais. c'est celle-ci, c'est que si moi je commence à raconter que, par exemple, tous les 10 000 ans, la gravité s'inverse et les gens tombent vers le ciel en fait. Du coup, c'est complètement absurde. Et c'est absurde, mais c'est pas. En fait, on peut pas garantir que c'est faux. Parce qu'en fait, on n'en sait rien. Mais il n'y a même pas lieu de considérer cette hypothèse-là comme une hypothèse, on va dire plausible, ou même c'est poubelle directe. Oui, Et du coup, dans le cas de la théorie de l'évolution, moi, voilà, pour moi, les évolutionnistes sont dans la même situation. C'est que, en fait, ils vont dire oui, mais du coup, au cours du temps, l'accumulation des mutations, ça permet d'avoir des macro-évolutions, des grandes évolutions et des grandes nouveautés morphologiques. Et le point important, c'est que moi, je soutiens vraiment que c'est une hypothèse qui est très très contre-indiquée par la science. Et voilà, on a juste mentionné l'accumulation vraiment asiatique des mutations qui sont délétères ou neutres au cours du temps par rapport aux mutations positives. Et rien que ça, plus voilà, les problèmes de fixation dans le temps, les problèmes de dérive génétique, de genetic drift, en fait, ça rend ce scénario absurde. Donc on est moi je pense qu'on est vraiment dans la même situation que cette théorie de l'inversion gravitationnelle. Rien n'indique que la gravité s'inverse tous les 40 000 ans. C'est contraire à toutes les lois physiques qu'on connaît. Rien n'indique que les animaux mutent radicalement et se transforment radicalement au cours du temps. C'est contraire à toutes les lois biologiques que l'on connaît. Voilà. Ça, c'est ma oui, position. parce que ton argument phare, c'est qu'il y a trop peu de générations pour justifier une, que l'ancêtre commun ait pu donner un humain, c'est ça? Voilà, En termes de, je peux en montrer termes ce, de nombre de générations, c'est exactement ça, c'est que en fait, donc là je fais référence à un article extrêmement récent, donc c'est 2015 sur les transcripts, donc les protéines qui sont uniques à Homo sapiens, dont on ne retrouve pas d'équivalent chez les chimpanzés, chez les babouins, chez les gorilles, etc. Et en fait, parmi ces transcripts, voilà, la taille médiane est de 228 nucléotides. Donc faites un calcul assez rapide, vous allez voir que la probabilité déjà d'obtenir cette chaîne c'est 4 à la puissance 228, donc c'est des milliards et des milliards de milliards. Évidemment, on peut avoir un très grand nombre d'allèles qui peuvent du coup faire le même composant biologique, donc il faudrait revoir un petit peu cette probabilité à la baisse. Toujours est-il que dans le cadre du scénario évolutionniste, environ 1000 transcripts
du coup, sont apparus sur ces uniquement 300 000 générations de l'ancêtre commun à l'être humain, puisque je rappelle que ces transcripts ne sont pas sur la branche chimpanzé. Ils ne sont pas d'ailleurs non plus sur la baleine, sur l'éléphant, etc. Donc en fait, on a un rapport entre les mathématiques, les probabilités d'un côté, et de l'autre côté le scénario de la macroévolution qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement défavorable à Oui, tu veux l'évolution. dire qu'il y a une sorte de mur statistique qui dit que pour avoir ça, il faudrait multiplier par des milliards le Voilà. temps. Sachant qu'on a environ 40 ou 60 ou 80 mutations par génération sur un génome de 3 milliards de caractères. Donc les caractères, c'est vraiment les nucléotides que vous voyez là. Et une mutation, c'est à chaque fois une nucléotide. Donc en fait, c'est une absurdité qui est complète. Donc voilà, après je fais un disclaimer, C'est, hein, ce ne sont pas des scientifiques ça créationnistes. reviendrait, ça reviendrait un peu à notre ancêtre commun. Tout d'un coup, il y a eu un X-Men qui est sorti Voilà, et il avait des super pouvoirs, mais c'est un gros coup de chance, quoi. entre guillemets, c'est ça, c'est que toutes les trois générations, du coup pendant l'évolution, il y a eu un enfant X-Men avec une nouvelle protéine. Euh, Ça fait beaucoup d'X-Men, oui. voilà, donc après, j'invite vraiment tout le monde à aller voir un peu les articles que je partage. Ce ne sont pas du tout des créationnistes, ce sont des gens qui intègrent quand même ça dans le scénario de la macroévolution. Donc voilà, moi je trouve ça complètement absurde. Beaucoup de scientifiques y bossent sur tous ces éléments-là. Peut-être qu'il y a beaucoup de détails que j'ai pas saisis, mais c'est quand Mm. même un thème très connu, c'est le thème des gènes orphelins, qui est un mystère gigantesque, qui est considéré comme tel par beaucoup d'évolutionnistes. Donc voilà, le plus important, c'est que ceux que ça intéresse, lisez là-dessus. J'ai fait un chapitre sur les gènes orphelins dans ma longue vidéo que j'ai sortie l'an dernier. Mais dans tous les cas, voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler Oui, une autre bah, fois. super. Bah, à une prochaine alors. Voilà, à une prochaine fois, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.